Salut Antoine et Nicolas, bienvenue dans cette interview sur le laboratoire du web. Merci Fabien. Merci. Donc le principe de ces interviews, c'est de parler de manière indirecte de mindset. Parce c'est un mot qui est devenu de plus en plus à la mode. Les gens ont compris que monter une entreprise, ça se faisait pas tout seul, qu'il fallait prendre des décisions, qu'il fallait agir, qu'il fallait faire des choses. Et donc on nous parle beaucoup de mindset, mais je trouve que les choses qu'on nous enseigne sont pas toujours faciles à comprendre et à appliquer. Et un des meilleurs moyens, je trouve, moi, pour développer son mindset, c'est de côtoyer d'autres entrepreneurs, voir comment les gens réfléchissent. Et donc, en livre, ça peut être des autobiographies. Dans la vie réelle, c'est de côtoyer tout simplement les gens. Et là, avec les interviews, c'est d'avoir des entrepreneurs qui réussissent pour comprendre un peu comment ils fonctionnent ça fonctionne dans leur petite tête. Donc ça vous va comme sujet de manière globale? On va essayer de partager notre mindset, même si, en effet, comme tu dis, c'est un terme qui est un peu galvaudé, on l'entend un peu à droite à gauche et on a du mal à saisir véritablement qu'est-ce que c'est le mindset d'un entrepreneur. Mais je pense que c'est propre à chacun et bon, on va essayer de partager le nôtre, mais je pense surtout que chacun doit développer son propre mindset face à l'entrepreneuriat et face au fait de porter un projet, vendre des produits ou services ou développer une marque. C'est une très bonne remarque et du coup, on va voir, mais en vous posant les questions, finalement, vous n'allez pas forcément directement parler de mindset, mais c'est en parlant de vous qu'en lisant entre les lignes, on va comprendre ce qu'est le mindset. Je crois que vous êtes mon premier duo en interview. Ça se fait, ça. Donc ma première question, à chaque fois, j'aime bien la poser parce que personne la pose et je trouve que c'est important. Euh, c'est quel enfant tu étais, mais là, comme vous êtes deux, quel type d'enfant vous étiez? Ouais, ça, c'est pas mal comme question, effectivement. On a le joker réfléchir un peu quand même Normalement, sur toi-même, sur ton enfance, tu dois savoir un petit peu quel type. Est-ce que en gros, pour caricaturer, est-ce que vous étiez plutôt introverti, plutôt bagarreur, plutôt le mec bavard, plutôt, enfin, voilà, comment vous étiez un petit peu en termes de personnalité en tant qu'enfant? je peux me lancer si tu Vas-y, veux. vas-y, Nico. Moi, j'étais en même temps introverti, très bavard. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais c'est vrai qu'en fait, même je vais dire avant, j'étais d'ailleurs beaucoup, enfin, j'étais très bavard et j'étais du genre dans la cour de récré à faire beaucoup le malin et la bagarre. Et puis en fait, au fil du temps, comme j'ai pas mal, bon, on va dire voyagé, je suis resté quand même en France, mais j'ai beaucoup déménagé. En fait, je suis devenu de plus en plus introverti au fil du temps et apprendre beaucoup plus sur moi au final. Et bon voilà, je pense que c'est l'enfant que j'ai été, très très grande gueule petit et beaucoup moins grande gueule maintenant. Ah, c'est marrant que ça soit dans ce sens-là, mais ok. C'est marrant parce qu'on se connaît depuis longtemps avec Nico. On a fait nos études ensemble et on a décidé à ce moment-là de monter des projets. Parce que nous, on vient du milieu de la fiction au départ. Puis petit à petit, on est allé vers l'accompagnement des entreprises pour les aider à clarifier leur communication. Et c'est vrai on s'est vu évoluer l'un l'autre aussi depuis allez, la fin de l'adolescence Ouais. jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est assez marrant. Alors moi de mon côté, alors quel enfant j'étais moi j'ai eu la chance, on va dire, de grandir au milieu des bois. Mes parents, en fait, ont un lieu d'accueil où ils accueillent des enfants en difficulté sociale et familiale. Et j'ai grandi dans ce lieu d'accueil-là, qui est au milieu de la forêt landaise. Et donc très tôt, j'ai eu la chance de pouvoir imaginer, en fait, de pouvoir inventer des histoires, de pouvoir voir un petit peu le monde différemment. Un monde forcément par le biais de ces enfants-là qui étaient eux-mêmes carencés, qui n'avaient pas forcément leur papa, leur maman. Moi, j'avais les miens, heureusement, et ils ont été très présents tout dans mon parcours. Mais j'ai pu voir le monde sous cette autre forme, sous cet autre angle où on voit finalement qu'on n'a pas toujours la chance d'avoir tout ce qu'on peut avoir à portée de main. Donc, ce regard différent et puis l'opportunité de rêver très tôt et de partager ce rêve avec d'autres. Donc ça, c'est une vraie chance que j'ai eue dans mon enfance. Et du coup, en parlant de rêves, c'était quoi vos rêves quand vous étiez plus petit? Vous aviez des métiers comme tous les enfants rêvent de faire, astronaute, je sais pas, pompier, Moi, etc. j'ai eu
J'ai eu une période aussi, moi, alors j'ai eu 2 phases. Une phase sympa, une phase moins sympa. La phase sympa, c'est quand je voulais être, agent secret. J'avais pas Énorme. trop envie d'être agent secret, ça c'était vraiment C'est un bien. projet de vie, hein, ça se Mais défend. voilà, comme j'ai trop déménagé, je me suis dit: «Bon, ce sera pour plus tard», donc j'ai reprogrammé. Et après, j'ai voulu être informaticien. À chaque fois, j'en parle comme un projet, c'était mon rêve d'enfant. Et Antoine me dit souvent, bah, tu sais, moi, l'informaticien, j'en ai une autre image quand même. C'est pas le truc le plus sexy que j'imagine dans ma Mais tête. en fait, ouais, bon, là, pour le coup, c'était vraiment des rêves, hein, parce qu'au final, j'ai jamais suivi aucune des deux voies, parce que les agents secrets m'ont jamais recontacté. Et le En tout côté cas, informatique, parce que j'ai jamais poursuivi en mathématiques. tu peux pas nous le dire. Ok, j'ai compris. Oui, voilà. Et, C'est une couverture, en fait. voilà. Ouais, ouais, c'est deux rêves qui n'ont effectivement rien à voir. C'est pas le même mode de vie. Non, Mais je m'étais dit à ce moment donné, peut-être que si je deviens informaticien, peut-être que du coup, ils vont me recontacter par le biais d'une grande société, on ne sait jamais. Voilà, c'est pour ça que je fais plein de parcours. Aujourd'hui, je travaille avec Antoine. Demain, je travaillerai dans une boulangerie et peut-être qu'un jour, ça viendra. Non, mais j'ai cerné un peu le paradoxe qu'il y a chez toi entre le bagarreur introverti et l'agent secret informaticien. Et boulanger, Et peut-être, dans la vie. boulanger, peut-être. Moi, de mon côté, j'ai eu ma période, je crois qu'il y a eu au tout début, j'ai eu ma période, genre devenir archéologue, les trucs que tout le monde a. Et puis, en fait, assez vite, j'ai eu envie de raconter des histoires. C'est vrai que ça arrivait très, très tôt. Et j'avais envie de raconter des histoires. Alors, c'était des petits poèmes, des petites nouvelles. Et puis, petit à petit, c'était vraiment de la fiction. Ça s'est matérialisé par la suite pour vraiment faire de la réalisation, donc scénario de film, parcours de scénariste. Et puis, jusqu'à l'amener, encore une fois, plus dans le secteur de la communication, pour accompagner les entreprises et pour développer ce qu'on appelle le storytelling. Donc, ça c'est toujours un petit peu centré sur l'amour des histoires et le plaisir de raconter et de partager. Ok. Et toi, Nicolas, les histoires, c'est arrivé à quel moment? Que tu me poses pas la question, j'ai toujours du mal à bien le formaliser. Pour moi, c'est arrivé très tard. Au final, c'est arrivé que vraiment à la période du lycée où j'ai commencé. Je crois que ça a commencé à vraiment me plaire à cette période du lycée en français où tu fais des rédactions et où j'ai commencé à partir là-dessus, mais en fait sans vraiment me professionnaliser ou l'envie de quelque chose d'autre derrière. C'était vraiment le plaisir. C'était, on va dire, le seul truc sur lequel je prenais plaisir malheureusement à l'école, c'était cette phase rédaction. Et au final, comme à cette époque-là, je savais pas, bon, malheureusement, je savais pas trop quoi faire. Ça a commencé à mûrir et j'ai voulu suivre mon parcours classique de formation à l'époque qui je pensais ne m'intéressait pas, qui était dans le marketing justement. Donc je ne me suis pas du tout concentré là-dessus. Et c'est à ce moment où quand je vois, voilà, quand on arrive à un certain stade de ses études, si on n'y met pas du sien, ça marche pas, hein. Ça peut marcher collège, lycée, voilà, un petit peu par chance, mais quand tu rentres dans les études supérieures, malheureusement, là, un peu moins. Et c'est là où je me suis dit, putain, faut peut-être que je m'appuie sur le seul truc que j'aime, à savoir raconter des histoires. Et je suis allé à partir de là à la fac de ciné, c'était sur Bordeaux. Et c'est là où C'est là où on s'est rencontrés sur un avec banc de Antoine. fac. Exactement. Alors du coup, ouais, c'est le bon moment, je pense, maintenant que vous êtes chaud, qu'est-ce que vous faites concrètement pour que les gens sachent quand même? Ouais, c'est mieux. Une bonne idée. Dans l'histoire qu'il y a un lien avec l'histoire que vous êtes en train de raconter. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on part d'un constat qui est qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile pour une entreprise de capter l'attention des gens face à la concurrence, de s'imposer, de se démarquer durablement. Et donc, nous, on va accompagner les entrepreneurs à clarifier leur message, augmenter leurs ventes et toucher leurs meilleurs clients grâce au pouvoir des histoires, grâce à ce qu'on appelle le storytelling, c'est-à-dire l'art de raconter des histoires qui captivent et qui vendent dans le secteur de l'entreprise. Ok, ça a le mérite d'être clair. Et donc vous faites ça depuis combien de temps tous les deux? Eh bien, en fait, au départ, on a accompagné des auteurs de fiction pour les aider à démarcher leurs projets. Et donc, on a fait une première entreprise qui était centrée là-dessus. Puis petit à petit, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie demande dans le secteur de l'entrepreneuriat, de l'entrepreneur lambda, mais aussi des agences de communication, des directeurs artistiques qui avaient besoin d'utiliser des techniques narratives pour vendre des produits ou services. Et donc là, on s'est dirigé vers ce secteur-là. C'est Et ça. ça fait depuis 2017, si je me trompe C'est pas. ça, oui. Et comment vous avez senti qu'il y avait une demande chez les entrepreneurs?
ça s'est fait par hasard? Parce que c'était pas les mêmes cibles que vous aviez à la base, hein? Au final, par hasard, pas vraiment parce que bon, bah, nous, on se forme beaucoup. Mmh. On se forme beaucoup et donc en fait, au fur et à mesure d'être en contact avec plein de personnes et cetera, on a remarqué en fait qu'il y avait un espèce de besoin et ça fait péjoratif comme ça, mais peut-être un manque de sensibilité aux histoires de certaines personnes et qui du coup allaient pas forcément comprendre le potentiel que ça pouvait avoir dans la communication et à ce moment-là, bon, bah, c'est là, nous, on était entre les 2, donc entre la fiction et les entrepreneurs et on l'a aussi vu, je pense, sans jamais se le dire, que c'était aussi un challenge pour nous d'aller vers autre chose parce que bon, bah, on était dans une partie fiction qu'on maîtrisait avec des grandes guillemets. Et là, aller vers les entrepreneurs, c'était en fait parler à un tout autre public que celui avec lequel on avait conversé jusqu'à présent et vraiment bah, pouvoir travailler sur cet aspect histoire dans un domaine qui est pour certains, bah, beaucoup plus fermé que les histoires. Enfin, c'est l'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus sérieux, c'est le commercial. Et donc là, c'était le challenge de mettre des histoires là-dedans et de rendre ça un petit peu plus fun. Bah, après, en termes de parcours et d'expérience, c'est vrai que sur le terrain, on s'est confronté directement au problème du marketing. Moi, j'ai été chargé de communication pour une agence qui formait justement les entreprises à améliorer leur marketing. J'ai pu voir leurs besoins, leurs problématiques et surtout le gros problème qui revient souvent quand on lance une boîte et qu'on doit se confronter au fait de vendre à un public, c'est justement le fait de vendre, en fait. Comment on vend, comment on passe pas pour un vendeur de tapis ou quelqu'un qui pousse absolument son produit ou service vers l'acheteur. Et ça, c'est un truc, bon, ben forcément, on se confronte à ça et on observait à ce moment-là, en tout cas moi en tant que chargé de communication, et puis Nicolas aussi à travers ses différents parcours, que les possibilités, en fait les ressources qui étaient à notre disposition, c'était souvent des techniques qui étaient soit un petit peu dépassées, soit carrément agressives en termes de vente. Et il y avait autre chose à proposer. Et puis, comme on était convaincu de la puissance des histoires, on s'est rendu compte que les histoires, effectivement, c'est un art de la communication. À partir de là, on se dit: «Bon, mais il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire». Finalement, on peut «vendre naturellement» entre guillemets. On peut amener, un acheteur à comprendre une certaine vision du monde, à partager sa vision du monde et donc à adhérer à un produit ou service, sans forcément, être dans une agressivité de la vente, qui en rebute plus d'un et qui, bah, peut-être marchait à un certain moment donné, dans la préhistoire des entreprises, mais qui aujourd'hui, plus, les gens sont sensibilisés à la publicité, au marketing, plus ils vont être réfractaires à cette vente agressive. Donc il va falloir de toute façon raconter autrement. Et les entreprises qui ont fait la différence et qui font la différence aujourd'hui, c'est des entreprises qui ont compris qu'il fallait raconter autrement et vendre autrement. Donc c'est un petit peu là-dessus qu'on s'est axé. C'est intéressant parce vous soulevez un truc en mindset justement qui est intéressant, c'est le côté, il y a pas quelqu'un qui est arrivé avec un dossier, tapé à votre porte: «Bonjour, je suis l'opportunité, voici votre business plan». Donc les clients sont là, voilà, il y a juste à les signer et ça marche, ça marche bien. Vous avez dû, observer un petit peu le monde qui vous entourait, réfléchir à qu'est-ce qui leur manquait et aller, trouver une solution qui pourrait leur convenir. Donc, en fait, un truc qui fonctionne depuis la nuit des temps, c'est, il y a un besoin, vous trouvez une solution à ce besoin et après, entre les 2, c'est juste de la vente. Ouais, clairement. Puis, tu as raison de souligner ça parce que c'est un truc qu'on entend souvent même, auprès des gens qui nous contactent, des clients qu'on accompagne. «Ouais, mais alors, est-ce que moi ça va marcher pour moi? Est-ce que je vais vraiment avoir la garantie que ça fonctionne? Est-ce que je suis sûr que mon projet est viable?» Oui, il y a jamais une opportunité qui toque à la porte effectivement. En fait, ça dépasse tout ça et c'est là où il faut finalement bien identifier le problème auquel on répond, parce qu'effectivement, comme tu l'as bien souligné, tout part d'un problème, un problème qu'on identifie, auquel on va chercher à répondre quand on est entrepreneur. Et à partir de là, bah, il faut travailler, il faut travailler, il faut développer, il ne faut pas lâcher. Et bon, bah, c'est un truc qui paraît évident comme ça, mais on a toujours l'impression qu'il y a des gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat en pensant que ça va leur tomber tout cuit dans la main. C'est pas comme ça que ça se passe. En tout cas, ça s'est jamais passé pour nous et pour les gens qu'on côtoie. Il y a pas de parachute, en effet, Il y a quand on pas... sent toutes les personnes qui ils ont besoin, quand ils nous parlent, de dire ouais, mais est-ce qu'il y a des garanties, est-ce que ça va marcher? Bah, en fait, justement, c'est souvent moi qui les ai au téléphone, ces personnes-là, et
il y a jamais de garantie. Et puis, quand bien même on pourrait en inventer des milliers pour rassurer la personne, la seule garantie, bon, je le formalise jamais comme ça, parce que ça serait un peu agressif, mais la seule garantie, bah, c'est que tu bosses et que bah, tu te donnes les moyens, toi, derrière, bah, de tester, de te remettre en question, enfin, c'est pas juste. Enfin, il y a des. La seule garantie, c'est que si tu fais rien, Rien. ça va pas courir, en fait. Donc bon, voilà, ça, c'est une vraie garantie à garder dans sa tête. C'est si tu n'agis pas, ben, il va pas se passer grand-chose. Et c'est un petit peu le leitmotiv qu'on devrait tous avoir en tant qu'entrepreneur. Si tu fais rien, ben, il se passe rien. Si tu n'investis pas là, ben, tu vas pas avoir un miracle qui va arriver. Si tu vas pas chercher les clients, ils vont pas venir naturellement à toi. Ou s'ils viennent naturellement à toi au départ, c'est parfois un coup de chance. Donc il va falloir travailler là-dessus, toujours travailler l'opportunité qu'on a pu avoir peut-être à un moment donné. Un peu de chance, ça arrive, ça fait du bien. Mais il faut travailler là-dessus. Il Et faut le faire sans, et fructifier. sans tomber dans l'extrême, parce que c'est pareil, on a rencontré des personnes qui, elles, bah, elles y croyaient tellement à leur projet qu'elles étaient prêtes à utiliser tout leur temps et tout leur argent pour faire des fois les mauvaises démarches. Donc je dis pas qu'on va jamais se tromper, il y aura toujours, bah, justement, c'est parce qu'on fait des erreurs qu'on apprend et qu'on fait mieux derrière. Mais après, faut pas tomber dans l'extrême où du coup on y croit tellement qu'on fait n'importe quoi. Il y a toujours une demi-mesure, enfin, faut toujours garder le cap de se former, de rencontrer des personnes, d'échanger, de tester, enfin voilà, il y a soit l'extrême des gens qui ont tellement peur qu'ils passent jamais à l'action, soit l'extrême des gens qui y croient tellement qu'ils c'est même plus passer à l'action, c'est qu'ils sautent son pas. Enfin, Ouais, c'est c'est vrai qu'il y a, il y a- un il y a- il y a ces peu. deux cas de figure qu'on rencontre. Oui, bah, et puis, enfin, que tu bosses ou que tu bosses pas, l'essentiel, c'est d'être capable de prendre du recul sur ton projet pour être sûr qu'il répond à un besoin et tout ça. Parce que si tu te lances tête baissée sans te demander est-ce que c'est cohérent, effectivement, tu peux aller droit dans le mur sans t'en rendre compte. C'est quelque chose qu'on dit souvent, c'est surtout ne faites pas votre petit produit enfermé dans votre garage à essayer de réfléchir et à vous monter le bourrichon sur le fait que c'est le meilleur produit du monde. Faut pas hésiter à très vite bah, partager, échanger, le montrer pour avoir en fait un avis et pouvoir à partir de cet avis, bah, comme tu le disais, prendre du recul et se dire bon bah faut peut-être que j'améliore ça, que je change ça, ou s'il est parfait, bah, que je fonce quoi. Mm. C'est un truc hyper intéressant parce qu'en fait, je pense que les gens s'imaginent tous un peu, ils se rêvent tous en mode Steve Jobs dans le garage en train de faire le futur Apple. Mais le problème, c'est que déjà, Apple n'est pas né dans un garage. Ça, c'est un truc qu'on oublie de dire, hein. C'est du pur storytelling, c'est super intéressant, mais, mais c'est pas né dans un garage. Et puis, j'entendais la dernière fois, comme on parle de mindset, nous aussi, on va puiser un petit peu notre inspiration chez des gens qui nous parlent derrière. Et Oussama Hamar de Coup d'État expliquait qu'en fait, aujourd'hui, Steve Jobs, ça marcherait pas. Il faut comprendre en fait que la communication, elle évolue aussi dans l'air du temps et qu'aujourd'hui, on ne peut plus vendre comme on vendait il y a 10, 20 ans. Il faut comprendre que les gens évoluent, que les acheteurs évoluent, même s'il y a des ressorts émotionnels, psychologiques qui ne changeront jamais. Les marchés, eux, ils sont tout le temps en mouvement. Et il faut comprendre que les techniques qu'on va employer, il faut de toute façon les travailler, les affiner et toujours prendre le recul nécessaire dessus. Et il faut arrêter de croire effectivement qu'on va pouvoir travailler dans sa grotte et d'un seul coup le sortir à la face du monde en disant voilà, tenez, c'est mon nouveau produit, mon nouveau service, vous l'attendiez tellement et il n'y a personne. Bah ouais, c'est exactement comme les gens qui, ça arrive très souvent et peut-être qu'il y en aura qui écouteront ça et qui se reconnaîtront qui disent oui, mais alors moi, j'ai pas encore lancé mon truc parce que j'ai peur qu'on me pique l'idée. Ah bon, bah écoute, super. Enfin, à un moment donné, tu sais que pour vendre ton machin, il va bien falloir que tu le sortes. Ouais, mais j'ai peur qu'on me vole. Bah oui, mais ça, ça va arriver, ça sera plutôt bon signe à la limite. C'est pas plus mal Ça veut qu'on dire te que c'est vole. une bonne idée. Ah, exactement. Donc bon, il y a pas voilà, des anecdotes assez marrantes sur des cas de blocage qu'on peut tous avoir, hein, bien sûr. Et oui, une bonne idée, c'est une idée qui est avant tout exécutée. Et si on te la pique, c'est-à-dire que il y a de la demande, et s'il y a de la demande, du coup, c'est que c'est une bonne idée. Enfin voilà, donc c'est cool. Et pour en revenir sur votre duo, sans chercher à faire un rapprochement entre Steve Wozniak et Nicolas qui aime l'informatique, euh, comme tu parlais de Steve Jobs, hein, tu vois, ils étaient deux. Ouais, ouais, c'est bon, Euh, Ça marche, ça marche. pourquoi vous avez fait ça à deux? Parce que je pense honnêtement que l'entrepreneuriat, c'est quand même mieux à plusieurs. Bah, en fait, c'est des principes d'écriture. Quand on écrit une histoire, on est tout seul face à sa page blanche, on est seul confronté à ça. Et c'est pareil en entrepreneuriat, quand on a un projet à monter, à un moment donné, on est fatalement soumis à cette solitude.
mais en écriture, le bon auteur, on va dire l'auteur compétent, il va aller chercher du retour, il va aller chercher du feedback, il va aller chercher en fait quelqu'un qui va pouvoir l'aiguiller sur telle ou telle structure, il va aller chercher des idées, il va brainstormer avec des collègues, il va être dans une dynamique où finalement de sa solitude, il va faire une force, il va surtout créer une équipe. Et nous, on est convaincus que l'entrepreneuriat, ça se fait à plusieurs. Alors, on a eu la chance de monter un projet Ça à s'est deux. fait, et c'est vrai qu'au final, ça s'est fait naturellement, parce que comme nous, on travaille déjà sur la partie fiction ensemble, au final, fil en aiguille, on a commencé à réfléchir à tout ça. Enfin, le binôme, au final, même si j'aime beaucoup ta réflexion, c'est fait naturellement au fil de nos réflexions et de cette mise en place, parce que nous, on s'est toujours appuyé l'un sur l'autre, en fait, pour tirer de l'énergie et toujours avancer, et surtout, ce qu'on disait tout à l'heure, le plus important, c'est se remettre en question, que ce soit à l'échelle d'un scénario où moi, c'est important de le faire lire à Antoine pour avoir son retour, ou aujourd'hui, à l'échelle d'un mail ou d'une campagne qu'on va faire, où Antoine me le transmet pour qu'on puisse échanger dessus. Donc, c'est vrai que je pense que même quand on monte un projet ou qu'on porte un projet seul, c'est toujours très important rapidement d'aller chercher un partenaire, d'aller chercher un regard, en fait, un soutien, une épaule amie sur laquelle on va pouvoir s'appuyer à un moment ou un autre. Parce qu'il y a trop d'endroits où la solitude, elle, sera évidente et dans la création pure d'une communication, d'un produit ou même pour délivrer un service, il y a de la solitude à un moment ou un autre. Donc, autant s'épargner sur le reste et aller chercher vraiment du partenariat, de l'équipe. Et puis, si l'opportunité se fait, monter un projet à plusieurs, c'est bien. Alors, il faut trouver le bon binôme, hein. Ça ne se fait pas avec tout le monde. Mais l'important, en fait, derrière, c'est que je pense qu'il faut toujours arriver à chercher ce soutien-là à un endroit. Il faut arriver à le trouver. Et il s'est construit comment votre binôme vous êtes rencontrés, tu as dit tout à l'heure, au niveau de, À la C'était fac. à la fac dans une licence cinéma. à la fac. Donc du coup, avant de parler entrepreneuriat, et puis de monter d'être associé, je suppose que c'était plutôt des rapports amicaux dans un premier temps. Ouais, bien sûr. Ouais, comment ça s'est construit en fait quel était un peu le cheminement pour arriver à aujourd'hui là? Après, je pense que pour travailler ensemble, peut-être qu'il y en a qui ne seront pas d'accord avec moi, hein, mais je pense que pour travailler ensemble, à un moment donné, il faut qu'on soit un peu alignés sur les mêmes valeurs et le même mindset de base. Donc, a priori, quand on est aligné sur les mêmes valeurs et le même mindset, il y a forcément de l'amitié qui se crée. Et c'est vrai qu'avec Nico, on a d'abord été des amis, on a d'abord partagé des choses, des moments difficiles comme des moments heureux. Et c'est là où on s'est dit, OK, on est. Enfin, Non, c'est tu là où m'arrêtes, on a. si t'es pas d'accord. Mais Non, voilà. je suis pas d'accord. On a un secret pour pouvoir me casser d'ici. Mais voilà, on s'est dit, on est sur la même route, on a les mêmes objectifs, donc on a quelque chose à construire ensemble. Et après, ce qui est important, c'est aussi de parler de vraie complémentarité. Parce qu'on ne cherche pas, c'est un petit peu comme en amitié ou comme en amour ou comme dans tous les rapports à deux dans la vie. On ne va pas chercher quelqu'un qui nous ressemble comme deux gouttes d'eau. Ça n'a aucun intérêt. L'avantage, en fait, quand on travaille ensemble avec Nico, c'est qu'on est complémentaires. Il y a des éléments que l'un va voir que l'autre ne va pas voir et inversement. Et c'est cette complémentarité-là qui fait la vraie force. Parce que des gens qui travaillent ensemble et qui sont un peu tous pareils et qui ont les mêmes compétences, c'est là, a priori, où ça, à un moment donné, ça déconne, quoi. Il y a un problème qui va arriver, un bug dans la matrice, parce que finalement, tout le monde est un peu la copie conforme de son voisin. Là, l'avantage, c'est qu'effectivement, on n'a pas les mêmes parcours, on n'a pas la même culture, mais on a les mêmes valeurs. Et c'est là où c'est ça qui est intéressant. Et c'est vrai qu'au final, sur le terrain, comment ça s'est construit, c'est que quand on était à la fac, voilà, l'amitié naissant, parce que on avait aussi des goûts communs pour le cinéma, etc. Et donc on échangeait. Enfin, on voyait qu'on avait une mentalité assez proche par rapport à d'autres personnes, qui avaient une autre philosophie de carrière, on va dire. Et au final, au fur et à mesure, donc au début, on était très centré fiction, et c'est à partir de là où nous on s'est dit alors, on ne se l'est pas formalisé comme ça, mais c'était une forme de pacte en mode on va bosser ensemble et on va réussir ensemble là-dessus. Et au fur et à mesure, ça a évolué vers une forme dérivée, parce que il y a eu plein de questionnements. Justement, on en parlait tout à l'heure de l'évolution du marché, qui au final touche autant la partie fiction que la partie entreprise. Et toute cette évolution a fait qu'on en arrive aujourd'hui ici à être associé d'une entreprise, ce qu'on n'imaginait absolument pas il y a, je crois que ça remonte à 7-8 ans, quoi. Ouais, c'est intéressant. Puis, tu as raison sur le côté. Alors, déjà, d'être aligné sur les mêmes valeurs, parce que sinon, s'il y a des désententes à cause des valeurs, ça va pas bien loin.
mais sur les caractères, sur les profils aussi, parce qu'on peut pas être bon partout. Et si les deux ont les mêmes qualités et aussi les mêmes défauts, bah, du coup, qui c'est qui comble les défauts? C'est dommage. Et justement, c'est quoi, vous, vos défauts respectifs? Tu peux tout avouer. Donc mes défauts principaux, bah, tu pourras dire si je suis honnête, hein. Je pense que je suis, non, c'est pas je pense, je suis quelqu'un qui doute énormément, au contraire d'Antoine, ce qui est très bien. Enfin, en tout cas, il doute d'une façon différente. Moi justement, bah, tu parlais beaucoup de mindset. Moi, c'est le doute bloquant. C'est celui où, à un moment donné, bah, au lieu d'avancer, tu es là, face à la pancarte. Alors, droite ou gauche, si je vais à droite, qu'est-ce que ça fait? Si je vais à gauche, qu'est-ce que ça fait? Et du coup, bah, tu n'avances pas. Donc ça, c'est mon défaut principal. Et bah, ça lie à ça du coup, un manque de passage à l'action sur certains points. Je pense que c'est Mais c'est là où, bah, après, tu vas anticiper sur mon défaut à moi, que moi, j'aime pas douter. Je flippe face au doute. Donc, en fait, je vais tout le temps aller chercher le truc qui me paraît le plus évident, le plus efficace. Et donc, une fois que je l'ai, j'ai beaucoup de mal à le lâcher, ce truc-là. Mais ce qui est bien, c'est comme Nico, il va arriver en disant t'es sûr? Moi, je fais mais oui. Et là, finalement, il y a quand même un doute qui va surgir, en tout cas une remise en question, une vraie remise en question. Et on va tout le temps aller chercher on va dire le meilleur résultat à l'équation. Et c'est un truc qui nous permet, je pense, d'avancer efficacement. Effectivement, c'est deux défauts très complémentaires, on va dire. Bah, il y en a un qui freine un peu, qui fait réfléchir, l'autre qui fond, enfin, pour schématiser. Et, non, c'est bien, c'est bien vu. Enfin, vous n'avez pas fait exprès d'être comme ça. Qu'est-ce que C'est pareil par rapport à ça. Enfin, le doute, je pense que c'est un vrai moteur d'action et c'est super important encore une fois, quand on est entrepreneur. On doute tous. Déjà, bah, quand on porte un projet tout seul, je pense qu'il y a énormément de doutes. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que c'est le bon produit? Est-ce que c'est la bonne accroche? Est-ce que je suis pas un escroc, hein, le syndrome de l'imposteur, etc., etc. Et c'est vrai que c'est une matière à travailler. C'est super intéressant de travailler dessus, justement pour le placer au bon endroit. Je pense qu'il y a des endroits où il faut douter et d'autres où il ne faut pas douter. Et c'est vraiment ces endroits-là. Et quand on arrive à peu près à les évaluer, ou en tout cas à mettre le curseur pour dire, bon là, il n'y a pas de doute à avoir, il faut que j'avance ici. Là, par contre, ça, il faut vraiment que je le remette en question, il faut vraiment que je le questionne pour pouvoir derrière construire sereinement. Quand on arrive à trouver le bon curseur, ben, je pense que là, on gagne énormément en efficacité et en résultat. Je suis complètement d'accord. Bravo. Question tient plus légère. Est-ce que vous avez des passions autres que les fictions, le storytelling, l'informatique et les agents secrets? J'avoue, comme ça, je te laisserai y répondre. On m'a posé la question parce que je rencontrais en fait un partenaire potentiel et il me disait ouais, mais alors c'est quoi ta passion dans la vie? Et je lui disais bah c'est l'écriture. Il me dit oh ça va, tu fais du storytelling, c'est bon. C'est quoi ta vraie passion? Je dis non, mais moi j'ai que ça. En fait, c'est vraiment mon truc. Donc lire, écrire, regarder, ouais, c'est ma passion. Et en fait, j'en ai pas forcément d'autres. Je me suis complètement vampirisé par le truc là, et ça me va très bien en fait. C'est mon kiff total de déployer des histoires. Après, tu me pièges, hein, parce que bon, moi aussi, évidemment, plus sur la partie, pareil, la partie écriture. Bon, moi, Si t'aimes bien la nourriture, toi. Je lis peu. Ça, c'est vital. Ça dépend, hein, ça dépend. Mais il faut nourrir le doute pour pouvoir bien réfléchir. Moi, on va dire ce que j'appellerais la passion utile, c'est moi, j'écoute énormément de musique. Je pense que ça inspire mon doute. C'est très bien, c'est très vitalisant. Et après, la partie plus fun, ça va être toute la partie jeux vidéo. Mais bon, là, je pourrais pas te donner une explication pour dire ouais, c'est trop bien parce que ça permet ça. Alors, l'objectif, c'était pas du tout de vous forcer à avoir des passions autres que l'entrepreneuriat, mais des fois, on peut avoir d'autres passions. Comme moi, par exemple, j'adore le sport, je suis musicien. Enfin, j'ai des passions qui sont à côté de l'entrepreneuriat. C'était juste pour apprendre à plus. Tu vois, finalement, tu as bien fait de me dire ça. Ça me permet de trouver une petite parenthèse sur le jeu vidéo parce que nous, en fait, comme à côté de ça, on travaille beaucoup sur tout ce qui est transmédia aussi.
En fait, c'est tout ce qui va être nouveau support, nouveau format d'écriture, etc. À nous, c'est évidemment des choses qui nous intéressent. Donc, c'est vrai que de base, c'était vraiment moi une pure passion voilà, de geek. Mmh. Et finalement, après, ça s'est transformé en une réflexion tout autre sur nous aujourd'hui, bah, toutes les choses qu'on peut parcourir et voilà, toutes ces nouvelles formes d'écriture sur lesquelles on peut s'appuyer dans différentes formations qu'on fait ensemble. Ah, bon, après, je veux pas passer pour le mec complètement illuminé, hein, mais c'est vrai que quand tu commences à vraiment, je prends les histoires parce que c'est vrai que enfin, c'est pour expliquer pourquoi c'est une passion, je pense, qui vampirise derrière. Et en fait, j'invite tout le monde à être hyper passionné des histoires. Je pense qu'on aime bien tous, tout le monde a Netflix, tout le monde lance une série, tout le monde aime bien se mettre devant une série TV, pour plein de raisons d'ailleurs. C'est hyper intéressant d'étudier pourquoi les gens sont si addicts aux séries télévisées. Et finalement, quand on commence à capter et à apprécier le pouvoir des histoires, on est un petit peu comme dans Lucie de Luc Besson, c'est-à-dire elle commence à regarder, elle voit des trucs dans l'arbre qui passent, elle voit les chaînons qui passent d'informations, parce qu'en fait, il y a de l'inspiration à trouver partout. Et on va se retrouver dans la rue à discuter avec je sais pas trop qui, on va se dire waouh, il y a une idée, il y a une histoire à saisir, il y a un truc à faire. Et finalement, on est dans le rebond permanent en fait, il y a plein de choses à réexploiter, tout est histoire. Et à partir de là, c'est un espèce de moulin à inspiration qui C'est ça. entretient au quotidien. Bah, c'est vrai que nous, Et c'est c'est super, vraiment, super fascinant. c'est nous vraiment une de nos lignes directrices, c'est on va dire toujours être attentif et toujours une forme de curiosité. Moi, je pense très récemment, comme je te disais, moi j'écoute beaucoup de musique et c'est parce qu'à un moment donné j'écoute beaucoup de musique que cet été, on est tous les deux en train de travailler sur un film qu'on donne justement là où travaillent ses parents. Et c'est à partir de là où bah, je lui sors une playlist et je lui dis putain, par rapport à ce qu'on est en train de réfléchir, ça peut être pas mal. Et hop, bah, ça nous permet justement de faire toute la BO de ce film-là. Et donc, nous, on invite vraiment à toujours garder cette curiosité, cette attention à bah, toutes les choses qui nous entourent pour pouvoir s'en emparer De toute bah, dans façon, le grand tout. de toute façon, si t'es pas curieux, c'est sûr qu'au bout d'un moment, ça va pas le faire, quoi. Il faut être ultra curieux. Mais en plus, parce qu'on est faut le dire, on est quand même dans une société aujourd'hui où la bien-pensance, le politiquement correct, l'idée unique est présente. Tout est un peu formaté. Il y a quand même enfin, on le voit à travers plein de mouvements, d'idées préconçues. C'est très dur, en fait, de penser par soi-même en dehors des effets de masse. C'est super dur. Enfin, aujourd'hui, tu balances un des proches ou un Coluche, il se fait mitrailler, le gars, hein. C'est très dur, en fait, finalement, d'avoir une ligne de conduite qui nous appartient, sans se dire, ouais, mais c'est comme ça que tout le monde doit réagir, comment moi je me positionne par rapport à ça. Et donc, la curiosité, c'est un vrai atout. En fait, quand tu es curieux, tu t'informes, tu mets plein d'informations en parallèle, tu questionnes, et là, tu vas chercher en fait des pépites et de l'inspiration à des endroits insoupçonnables et surtout différemment des autres qui finalement puisent un petit peu toujours au même puits que tout le monde en fait. Et c'est ça, il faut aller chercher des puits qui sont pas encore exploités pour aller puiser justement des choses qui sont différentes et à s'abreuver différemment aussi derrière. C'est intéressant ce que tu soulèves parce que ça peut paraître évident, vous, dans votre domaine, de se dire qu'il faut un peu aller voir ailleurs, être curieux et s'inspirer. Parce que bon, storytelling, tout ça, t'es obligé ça paraît évident. Et moi, j'aime bien dire aussi que pour les entrepreneurs, même un entrepreneur avec une entreprise assez, on va dire classique, une PME, c'est important d'être curieux, d'aller voir ailleurs parce que c'est un moyen de se démarquer, ouais, c'est toujours un moyen de s'ouvrir, de découvrir de nouvelles choses et de faire de son entreprise un truc unique. Ouais, c'est clair et en plus, au-delà de ça, je suis à peu près convaincu que, si on veut réussir à avoir une communication pertinente, on n'a pas d'autre choix justement d'aller voir ailleurs. Trop souvent, en fait, on a des entreprises, qui, envisagent leur client idéal et leur communication, uniquement par le prisme de leurs produits. C'est-à-dire qu'on a l'impression ils vendent des aspirateurs, mais alors les mecs en face, ils vivent pour les aspirateurs, quoi, ils rêvent Ils mangent. d'aspirateurs, c'est ça, c'est vraiment, voilà, leur vie est construite autour des aspirateurs. Le problème, c'est que non, les gens vont voir autre chose, ont d'autres influences, ont d'autres problématiques dans leur tête, et c'est parce qu'on va comprendre ces problématiques, ces blocages, qu'est-ce qui les empêche de dormir la nuit, qu'est-ce qui les maintient éveillés, que finalement, on va pouvoir réellement toucher des nerfs intéressants, quoi, quelque chose de vraiment sensible, de vraiment impactant. Et si on n'a pas finalement cette envie de recherche pour sortir
on va dire un petit peu de sa bulle, de son microcosme, on se limite énormément. On se limite énormément en termes de portée, en termes d'impact, et c'est là où ouais, ouais, enfin, je te rejoins complètement là-dessus, et je pense qu'il faut vraiment en tant qu'entrepreneur faire cet effort-là, surtout quand on est sur une phase vraiment d'étude de marché, d'analyse et puis globalement de construction de sa com, d'aller à la rencontre de ses acheteurs au-delà de la périphérie de son produit ou service, de son propre secteur de vente, quoi. Il faut sortir de ça et aller voir ailleurs, voir comment ils se comportent dans d'autres domaines. Parce que c'est ça qui va nous apporter des informations hyper intéressantes. Excellent conseil. Aujourd'hui, quand vous devez gérer votre entreprise, vous occuper de vos clients et enfin toutes les casquettes que peut avoir un entrepreneur, comment est-ce que vous vous organisez? Est-ce qu'un entrepreneur seul, souvent il me répond, enfin il parle de ses petites habitudes, de ce qu'il fait, qu'en général il n'a pas de journée type parce que c'est des entrepreneurs, enfin un entrepreneur seul, il aime bien la liberté, tout ça, enfin bref. Mais quand on est deux, on a quand même des responsabilités. En plus des clients, on a des responsabilités vis-à-vis de l'autre. Comment vous vous organisez pour travailler à deux? Par l'organisation. Bah, Antoine fait tout et moi je regarde derrière et après je pars. Non, non, mais nous c'est vrai qu'on cible, bah, on a ciblé nos compétences phares, entre guillemets, et là où bah, Antoine va être plus axé sur le marketing et les formations, moi je vais être plus en fait sur la partie, disons, commerciale. Donc moi, enfin, on appelle ça nous plus du conseil. En fait, c'est moi qui vais prendre contact avec les personnes qui peuvent être intéressées. Et donc moi, m'occuper plus de cette partie-là. Donc vraiment, comme on dit, le chargé de clientèle, c'est moi qui m'occupe de toute cette partie. Toute la relation au téléphone, c'est vrai que ça va être Nico. Et puis bon, moi je vais être sur la partie vraiment marketing et création de contenu, quand on n'est pas dans le fait de délivrer une formation ou qu'on n'est pas sur du consulting en tant que tel. Après, moi, quitte à dire quelque chose qui va à l'inverse un petit peu des autres, mais c'est vrai que moi, je suis vachement en journée type pour le coup. Malgré le fait de la liberté de l'entrepreneuriat, je crois beaucoup au rituel. Après, c'est peut-être des déformations qui viennent de l'écriture en tant que telle et du plaisir que j'ai à écrire. C'est que, par exemple, quand j'écris pour moi, c'est-à-dire dans un but de fiction, je vais constituer ce que moi j'appelle une loge. C'est-à-dire que je vais avoir vraiment un endroit bien spécifique où je vais pouvoir travailler sereinement, et il y a un rituel qui se met en place. Et après, j'ai fait cette déformation-là après dans le quotidien, dans l'accompagnement des entreprises, parce que je pense que quand on est ritualisé, y a un plaisir finalement à avoir ce cadre-là pour pouvoir être à l'intérieur libre et pouvoir se dire, OK, le vendredi, c'est la compta, le lundi, c'est la création de contenu, tu vois, par exemple. Hein, on est dans cette dynamique-là parce qu'il y a ce rituel-là qui permet d'accomplir ce qu'on a à accomplir sereinement, sans pression. Et après, ça dépend des profils, hein, je pense, hein, mais Non, mais c'est important. Enfin, je pense que quel que soit le profil, quelle que soit l'organisation qu'on a et qui nous est propre, à un moment donné, il faut arriver à trouver son juste cadre, le cadre qui nous maintient. S'il n'y a pas de cadre, si on se dit oh, youpi la galette, c'est la fête, a priori, c'est pareil. Là, il va y avoir un moment où ça ne va pas le faire parce qu'il y a des deadlines, il y a des rendus à avoir, parce que une entreprise, c'est un organisme vivant et qu'on ouais, ne mais c'est vrai que peut pas le délaisser, quoi. comme tu le dis souvent, ça, une entreprise, c'est comme un bébé. Et bon, bah, un bébé, il a très vite ses habitudes. Nous, aujourd'hui, on pourrait très bien se dire, ah bah tiens, moi j'ai envie de travailler maintenant que la nuit. Forcément, ça marchera un peu moins bien pour passer les appels téléphoniques Et faire les relances clients, et faire les relances clients. Donc, en fait, il y a un modèle un peu hybride à trouver pour qu'on soit quand même pas contraint comme on peut l'être sous un patron, enfin en tout cas sous une forme salariée. Et un cadre quand même, parce que bon, faut en prendre soin, quoi. C'est pas juste à un moment donné un truc qu'on jette là et on est là, bon bah j'y vais de temps en temps quand ça m'arrange. Ouais. C'est intéressant comme point de vue. C'est vrai que le principe des routines est prouvé, a prouvé cette efficacité. Mais c'est intéressant de voir ça comme ça. Et je note aussi l'expression youpi la galette, que je ne connaissais pas. C'est pas mal, hein. Je la sors à toutes les sauces, hein. J'essaie toujours de la placer. Il ne faut pas oublier il a vécu très longtemps dans les bois, du coup, des fois, c'est quoi ça? C'est un bus? L'expression du Moyen-Âge. Comment vous y prenez pour trouver vos clients? Ah bah, il y a plein de
il y a plein de zones d'acquisition. Alors c'est vrai que nous, on va être principalement sur de la publicité sur Facebook. C'est notre principal apport de clients aujourd'hui. Ouais. On communique sur LinkedIn également. Ça va être les réseaux sociaux qui vont nous amener le maximum de clients. Après, en parallèle, on fait appel à une agence qui, elle, nous amène du contact téléphonique qu'on va pouvoir relancer derrière. Donc des gens qui ont témoigné de l'intérêt pour nos services et qu'on va pouvoir closer au téléphone. Donc après, c'est un petit peu sur les grandes sources d'acquisition. Et puis évidemment, le bouche à oreille à partir du moment où les gens achètent chez nous. On a j'allais dire on a la chance, mais c'est pas de la chance, c'est du travail de narratif en fait. Aussi, la puissance des histoires nous aide énormément là-dessus et on est les premiers à l'utiliser. C'est-à-dire qu'une fois qu'une personne achète chez nous, en principe, elle va suivre tout un parcours de vente, elle va revenir progressivement vers d'autres produits ou services, et puis elle va nous recommander naturellement à ses amis entrepreneurs ou à d'autres personnes qui pourraient être intéressées par ce qu'on propose. Ok, chouette. Et aujourd'hui, vous voulez l'emmener où cette entreprise? C'est quoi l'objectif de cette entreprise? Alors, en termes d'objectifs, c'est évidemment de pouvoir accompagner de plus en plus de personnes et surtout de développer, nous, toute la partie présentielle. On propose régulièrement des ateliers physiques parce qu'on croit beaucoup à la formation présentielle. C'est pareil, on aime revenir là-dessus et on aime être dans ce contact-là. Donc, c'est quelque chose qu'on axe là Ouais, depuis le début de l'année où on veut développer au maximum les opportunités pour nos clients de nous retrouver lors de petits ateliers, pardon, parce que c'est pour nous, en tout cas de ce qu'on a pu tester, c'est les moments où la mise en pratique est la plus simple, la plus évidente et la plus efficace. C'est-à-dire, voilà, tu es en petit comité, tu travailles ensemble, on va dire, tu as l'énergie d'un mastermind sans la lourdeur financière et la lourdeur d'organisation dans le temps. Et puis tu es dans le concret, quoi. Tu peux travailler et être vraiment en prise directe avec d'autres entrepreneurs, avec la réalité de ton entreprise, en prenant du recul et en même temps en ayant les mains dans le moteur. Donc c'est ça qui est assez C'est ça, et c'est intéressant. vrai que nous, c'est assez important pour nous, même à l'échelle, comme ça je vais vendre un petit peu moi ce que je fais, c'est même à l'échelle des appels, c'est que nous on veut réussir à casser, la frontière qu'il peut y avoir bah, entre la personne qui est juste devant son ordinateur et à un moment donné ramener le contact humain, parce que c'est par le contact humain bah, qu'on va pouvoir vraiment saisir la personne, ce qu'elle a envie, ce qu'elle a besoin, et après pour aller encore plus loin, bah, en effet sur des sessions présentielles où là ça va permettre vraiment de booster les personnes et d'aller creuser en fait ce qui les anime et comment ils peuvent mettre en place le meilleur d'eux-mêmes, quoi. C'est intéressant que vous parliez du présentiel, parce que moi aussi, c'est un truc que j'affectionne particulièrement. Je suis sur Nantes. Ça fait 3 ans que j'anime des clubs sur le marketing. Et c'est un truc que je veux développer comme branche dans mon activité, parce que je trouve qu'il y a une relation qui est beaucoup plus directe. Comme tu disais, tu peux directement agir sur le cas particulier des gens, les faire travailler, etc. Et c'est vrai que c'est chouette comme... je trouve que c'est gratifiant aussi comme... Ouais, c'est ça. En fait, je pense qu'il y a une défiance de plus en plus des gens par rapport à la formation en ligne, parce que déjà, je pense qu'ils ont expérimenté des formations qui leur ont pas apporté des résultats qu'ils souhaitaient. Et puis après, on est dans une époque aussi où les gens, il faut que ça aille vite, il faut qu'ils aient tout de suite le truc tout cuit. Donc, on est forcément face à une défiance de tout ce qui peut être produit e-learning, je trouve, de plus en plus. Et en fait, ce qui est intéressant avec le présentiel, c'est que ça responsabilise le client à qui on dit, en gros, tu vas te retrousser les manches pendant 3 à 4 jours, tu vas être dans une pièce et tu vas bosser encadré par des professionnels. Et nous, effectivement, comme tu dis, ça, c'est super gratifiant parce qu'on peut échanger, on peut voir des résultats directs, on n'est pas enfermé dans une case là encore, mais plus dans une adaptation en fait par rapport aux besoins de la personne en face et on peut vraiment lui apporter la solution qu'elle souhaite. Et c'est ça qui est hyper intéressant, je trouve, avec tout ce qui va être atelier présentiel, atelier physique. Est-ce que vous voyez encore dans la même entreprise, on va dire, d'ici 30 ans, 20 ans, allez? 30 ans, c'est 30 ans, c'est loin, hein. beau, 30 ans. Euh,
après, tout dépend des objectifs qu'on se fixe. Ce qui est certain, c'est que, en tout cas, je parle pour moi, hein, après toi tu diras, Nico. Mais ce qui est certain, c'est que dans 30 ans, l'envie de partager la puissance des histoires, ça sera la même. Après, dans 30 ans, comment aura évolué le cadre qu'on propose aujourd'hui, ça, honnêtement, je préfère pas m'y projeter parce que ça serait m'enfermer dans un objectif qui, de toute façon, va être soumis à évolution. Et que tu ne Par contre, maîtrises pas, ouais. Pardon? Quelque chose que tu ne maîtrises pas pour l'instant. Oui, oui, c'est ça, exactement. Par contre, dans 30 ans, la passion de partager la puissance de l'histoire, ça sera la même. Ouais, c'est vrai qu'au Ça, c'est final, certain. c'est marrant dit comme ça parce que je me dis que cette entreprise, sous sa forme juridique, existe depuis 1 à 2 ans, mais au final, c'est presque une entreprise qui existe depuis qu'en fait, on a commencé à bosser ensemble à la fac et qu'en fait, on a commencé à parler avec certaines personnes, à réfléchir avec eux, à monter des projets, des stratégies au niveau de la fiction. Donc en fait, cette entreprise-là, on sait qu'elle existera toute notre vie. Après, voilà, hein, si c'est ça ta réponse, moi je sais que dans 30 ans, on y sera encore dans celle-là. Après, est-ce qu'on sera encore dans celle qui est aujourd'hui sous une forme juridique, donc vendez votre histoire? Peut-être pas, peut-être sous une nouvelle forme, peut-être que oui, bon, ça dépend. Ça, pour le coup, ça dépend de plein de choses. Alors, on aura scalé de malade, on l'aura revendu et on sera sur une plage avec des cocktails en train de dire ah c'était bien les histoires. Ça c'est peut-être aussi une possibilité, qui sait? On s'ennuie sur la plage avec le cocktail au bout d'un moment. Là, par contre, tu as dit un truc qui est intéressant, c'est que parce qu'il y en a beaucoup de gens, souvent on se focalise sur l'arrivée, sur le résultat, ce qu'on veut obtenir, et on se dit, quand on voit un entrepreneur, tiens, un jour il a réussi. Alors qu'en fait, comme tu l'as dit, ça se fait par plein d'évolutions, de choses qui se font au jour le jour, comme un enfant qui grandit, quoi. Tu le vois pas grandir. Tu t'en aperçois à un moment donné, oh punaise, il a grandi. Et, et c'est pareil en entreprise. Votre entreprise, elle a eu un statut juridique officiel qui a changé il y a 1 ou 2 ans. Mais comme tu dis, ça a commencé. Enfin, le cheminement s'est fait au fur et à mesure. Et il y a plein de gens qui comprennent pas que ce qui est important, c'est le chemin et que l'arrivée, bah, elle sera ce qu'elle est. Hein. Tu vises quelque chose, mais il se passera bien ce qui pourra se passer. Et si vous aviez un conseil à donner, donc essentiellement centré sur ce que vous faites quand même, sur le storytelling, etc. Qu'est-ce que vous diriez aux entrepreneurs pour se mettre en avant, se démarquer, quelque chose qui pourrait les aider à réussir? Bon, je vais répondre moi vraiment toujours par rapport à, on va dire, mon domaine d'expertise aujourd'hui, encore une fois avec des guillemets, mais parce que c'est quelque chose que nous on partage beaucoup, et on l'a dit au début, mais je préfère insister dessus, c'est qu'il faut vraiment aller au contact des gens en fait, des gens du quotidien, des gens à qui ils peuvent potentiellement s'adresser. Faut pas hésiter à ouvrir. Bah voilà, nous c'est pour ça on fonctionne beaucoup par appel téléphonique, aller au contact des gens en fait pour parler, pour humaniser tout le processus. Moi, là, tu vois, de mon expérience personnelle, moi, je ne suis pas du tout commercial de formation. Pourtant, c'est moi qui fais ces appels-là aujourd'hui. Et c'est vraiment là où j'ai, à un moment donné, senti une différence. C'est on se braque beaucoup sur plein d'outils. Et enfin, il y a plein de personnes au téléphone qui me disent ouais, mais moi je suis pas commercial, je fais pas de marketing, je fais pas de machin, du coup je peux pas le faire. En fait, la question se pose pas vraiment là, parce que comme je le dis, voilà, je ne suis pas commercial. En fait, c'est qu'à un moment donné, j'enlève ces barrières-là, ces méthodes, ces trucs d'argumentaire, etc. Et je me retrouve juste face à l'humain en face, et je vais être dans une posture plus de conseil, d'écoute, de partage. Et en fait, c'est un conseil qui est très vaste. C'est pour ça que là, j'ai plein de pistes qui se dessinent. Mais c'est que moi, c'est le conseil que je peux donner aujourd'hui, c'est revenez au centre, revenez sur l'humain parce que en fait, c'est plus efficace, mais surtout, c'est beaucoup plus simple de l'aborder comme ça parce que sinon, après, on a une espèce de montagne, un espèce de château, de tous les trucs qu'il y a à mettre en place. Et ça, c'est écrasant et c'est très difficile d'avancer avec ça sur les épaules. Ouais. Et il y a un entrepreneur qui disait justement stop au B2B et au B2C et place au H2H, human to human. Et je trouvais ça très très intelligent de sa part. C'était de replacer en fait c'est bête à dire, mais de se rappeler
que quand tu vends quelque chose, tu vends un vrai mec derrière. Parce qu'avec avec toute la digitalisation, tu as vite tendance à te dire que derrière, c'est des stats, que c'est des numéros, que c'est des conversions. Mais tu oublies que derrière, il y a des vrais mecs qui mettent leur vraie carte bleue, etc. Et C'est vrai, hein, faut pas se couper de ça. Après, si on peut leur donner une deuxième couche de conseils, comme on est deux, ils vont en avoir encore plus. Exactement. C'est que moi, le conseil que je donnerais, parce que c'est quelque chose sur lequel on travaille énormément en ce moment et qu'on a développé sur les derniers mois et qui s'affine avec le temps, c'est qu'il faut clarifier absolument son message. Il faut clarifier son message pour soi et ensuite pour les autres. Et en fait, clarifier son message, c'est juste arriver à poser de la manière la plus simple, la plus concrète, la plus efficace, quel problème on résout, comment on le résout et comment les gens peuvent rapidement travailler avec nous. Et finalement, quand on arrive à répondre à ça, on a un message qui est de plus en plus clair et on arrive simplement à présenter son produit ou service aux gens en face. Évidemment, clarifier un message, c'est aussi faire le test de la puissance des histoires. Parce que une histoire, c'est clair, c'est pas pour rien. On aime bien parler de cet exemple-là. Les gens sont incapables de retenir un tas d'informations. Je crois que la concentration est de pire en pire avec le temps. Par contre, quand il faut regarder les 8 saisons de Game of Thrones, ils sont capables de retenir qu'il y a Daenerys, qu'il y a machin, qu'il y a bidule, qu'il y a le nom des dragons et le nom du nain. Ça, ils arrivent à retenir. Pourquoi? Parce que le message est très clair derrière. Il est tellement clair qu'il est dans le titre. Tout est là. La clarté des histoires, c'est une puissance de communication. Donc, clarifier votre message, arriver à répondre simplement, le nombre, je pense que toi aussi, tu dois le voir, le nombre d'entreprises qui peuvent arriver avec des offres, déjà pour les expliquer, ils mettent une demi-heure, on ne comprend pas, on ne sait pas ce que ça nous apporte, on ne sait pas quel problème réel ça résout, et on ne sait même pas comment on doit faire pour finalement acheter le truc. Et finalement, si les gens arrivent à simplifier ça, quels problèmes ils arrivent à résoudre, comment finalement ils vont proposer leurs solutions et comment on peut travailler avec eux, là, ils vont avoir un message clair et impactant qu'ils pourront vraiment utiliser dans tous les aspects de leur communication. Eh bien, écoute, ce sont 2 super conseils que vous avez donnés là. Et je pense que c'est une bonne chose de terminer sur ces conseils. Du coup, je vais vous demander quand même où est-ce que les gens peuvent vous retrouver? Bah, rien de plus simple, vendezvotrehistoire.com. Ben voilà, tout simplement sur vendezvotrehistoire.com. On sera très heureux de les retrouver ici ou ailleurs, sur internet ou en présentiel, justement pour raconter des histoires, parce qu'il y a l'ultime conseil, hein, c'est raconter des histoires. Et on insiste sur des histoires parce que c'est pas votre histoire en tant qu'entrepreneur qui prime, c'est l'histoire que vous allez raconter où votre client est le héros. Allez, ça c'est pour la fin, parce que c'est vraiment un truc important. Raconter des histoires dont le client est le véritable héros et prenez du plaisir à partager ces histoires-là. Et je crois qu'on l'a pas dit aux gens, mais vous êtes où en présentiel? Paris. Paris. Pour l'instant, exclusivement Paris. Après, on Oui, voit ça se en fait avec réfléchira le peut-être temps, plus tard, effectivement, entre Bordeaux, Lyon et Nantes, voir un petit peu comment on va se propager. Super. Alors, je pose une dernière question qui permet de clôturer. Si vous aviez un super pouvoir, ça serait lequel? Ah, la téléportation. OK. Alors là, très bonne question. Ouais, c'est la meilleure. Tu veux pas réfléchir et trouver un deuxième super pouvoir? Devenir immortel. Eh ben, je n'ai pas d'idée. Je pense que je peux lui, comme il en a dit 2, je peux lui en piquer un. Et je garde devenir Plaisir. Bon, bah, je me téléporte et il est immortel alors. Ah, ça, c'est bien. OK, c'est top. Antoine, Nicolas, super. Merci beaucoup pour votre temps. Mais merci à toi, Ouais, Fabien. Fabien. C'est super cool de pouvoir répondre à tes questions. Avec grand plaisir. À la prochaine. Salut. À très bientôt.